11 jours après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie et une partie de la Syrie, une image assez incroyable aujourd'hui que je veux vous montrer d'abord. Une adolescente de 17 ans, 11 jours après, qui a été sauvée des décombres aujourd'hui. Elle s'appelle Aleyna Olmez. Alors c'est fou, hein, ça ne s'invente pas, ce patronyme en turc, ça veut dire « celle qui ne meurt pas ». Quelle histoire. Elle fait partie des rares survivants encore découverts sous les décombres malgré le froid, la violence de la secousse du 6 février qui a fait près de 40 000 morts désormais. La jeune fille était ensevelie sous les décombres de son immeuble dans la ville de Kahramanmaraş, dans le sud de la Turquie, depuis 248 heures. Jérôme Adair, bonsoir plutôt. Vous êtes pompier sauveteur. Vous revenez justement vous-même, et c'est un hasard qui fait cela, vous revenez de cette même ville de Kahramanmaraş, où vous avez passé 7 jours. Merci infiniment de prendre le temps de nous répondre et de nous raconter votre histoire sur Soir Info. Vous êtes engagé avec une ONG qui s'appelle Pompiers de l'Urgence Internationale, qui est basée à Limoges. Votre mission, c'était de retrouver les survivants parmi les décombres. Vous étiez accompagné de médecins, d'infirmières, de 3 maîtres chiens. 36 pompiers de cette association, de cette ONG, ont pu sauver 2 vies. Donc vous pouvez vous enorgueillir aujourd'hui d'avoir sauvé une fille de 11 ans, une fillette de 11 ans et une dame de 62 ans. Vous qui revenez, alors qu'on va voir des images que vous nous avez envoyées aujourd'hui, que vous avez personnellement capturées. Vous revenez de ce théâtre de désolation. Comment est-ce que vous décririez en quelques mots, si c'est possible, les 7 jours que vous venez de vivre? Bonsoir à tous et à toutes et merci de votre accueil ce soir. Effectivement, donc, le retour s'est passé avant-hier. Nous avons vécu 7 jours très intenses parce que rapidement, quand on est arrivé, après un trajet de presque 20 heures entre l'avion et un trajet en bus pour rejoindre Ankara à Kahramanmaraş, nous avons été engagés de suite, dès notre arrivée. Et quand nous sommes arrivés donc, dans cette ville que nous ne connaissions pas, nous avons vu en tout cas ce terrible désastre. C'était apocalyptique et donc il y avait toute cette population qui était dans l'attente avec les autres secours qui étaient déjà engagés locaux et d'autres secours internationaux, et effectivement on s'est mis au travail et on savait que le temps il était compté pour participer à sauver les gens qui étaient ensevelis malheureusement dans ces décombres, et nous avons pu effectivement, comme vous l'avez dit à juste titre, participer donc à extraire 2 personnes vivantes. Et effectivement, nous avons travaillé longtemps en se relayant entre les membres de l'équipe. Donc nous étions scindés en 2 équipes et donc nous faisions des phases de travail d'à peu près 6 heures. Et donc nous avons d'arrache-main et d'arrache-pied travaillé avec tout le matériel qu'on avait embarqué de France pour permettre donc d'avoir les meilleures conditions possibles pour effectivement extraire ces personnes. Je voudrais qu'on voit, pardon, hein, je me permets de vous couper, mais je voudrais qu'on voit une séquence dans laquelle on vous retrouve, où vous sauvez donc une survivante de cette catastrophe. Parlez-lui. Il faut la maintenir en vie, là. Le conducteur. C'est très bien. Ou sinon, on la fait glisser. À quoi que ce soit. Dans le cadre, il faudra un truc qui glisse, une plante. Elle est perfusée, Charlotte? Oui, elle est perfusée. Et j'ai maintenant Magali, elle monte avec le sac médic. De l'appel. Ah, ouais. Là, moi, ce que je peux faire gaffe, c'est que là, on est fragile. Parce que là, il y a cette tenue par la porte vitrée, à mon avis, là, qui est coincée. Si jamais ça pète, tout descend. Et également le bloc. Ce qui me frappe, moi, c'est que quand on découvre quelqu'un comme ça qui est vivant après des jours et des jours, il doit y avoir une émotion, quelque chose qui vous submerge. Et en même temps, ce qu'on entend dans cette séquence, c'est que c'est très professionnel, très organisé. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Oui, effectivement, donc dans la vidéo que vous avez vue, effectivement, donc vous avez une infirmière, hein, on entend son prénom, donc Charlotte, qui est présente, qui a médicalisé donc cette personne pour la tenir en vie, parce que l'objectif, quand on trouve une personne dans les décombres, il y a une phase donc de contact. Donc on a eu ce contact. Par la suite, effectivement, il faut garder cette personne en vie. Et par la suite, vous avez les autres personnels de l'équipe qui participent donc à l'enlevée de ces décombres.
Alors, on a une petite interruption de l'image. On va retrouver. Ah voilà, on vous avait perdu un instant, Jérôme. Je vais juste en profiter pour lancer une deuxième séquence que vous avez envoyée, parce que dans ces moments-là, et ça, on l'a bien compris avec les différents sauveteurs qui nous ont parlé ces derniers temps, les chiens, les brigades canines sont extrêmement importantes, parce qu'avec leur flair et leur sens, vous êtes capable de repérer. Ils sont capables de vous guider vers d'éventuels survivants. Regardez cette séquence là encore que vous nous avez fait parvenir tout à l'heure. Allez, cherche-moi. Allez, cherche-moi. La différence. C'était il y a 11 jours que le séisme a eu lieu. Ils sont essentiels, ces chiens. Et d'ailleurs, on a une pensée, parce qu'il y a ces chiens qui sont dressés, qui vous aident énormément, qui meurent également, qui parfois sont pris dans des éboulements, dans des accidents. Ces chiens, ces différentes technologies, elles sont essentielles dans votre travail? Effectivement, les chiens pour nous, c'est un indicateur important, puisque quand le chien se met à marquer, ce qu'on appelle le marquage, c'est quand il aboie, c'est qu'on est sûr et certain qu'on a une personne ou des personnes en tout cas ensevelies vivantes. Donc ensuite, on refait passer un autre chien pour confirmer le premier marquage. Des fois, on a fait passer un troisième chien pour avoir vraiment la certitude. Et en tout cas, à chaque fois, on était sûr qu'il y avait une personne. Et après, les équipes de recherche et de sauvetage de l'équipe des pompiers de l'urgence internationale se mettent en faction pour justement percer et pour aller au contact, en tout cas physique, si c'est possible, ou du moins des fois sonore, des personnes ou de la personne à aller chercher. Donc les chiens sont très très importants dans ce genre de mission-là. Ils servent aussi à d'autres missions. En tout cas, pour ce genre de mission, effectivement, pour nous, c'est plus qu'une plus-value. Et on est aussi, pour nous, c'est des sauveteurs. Voilà, c'est des sauveteurs. Donc, on y fait attention. On a eu des chiens qui ont été blessés pendant cette mission. Donc, on a notre infirmière et notre médecin qui ont participé le soir au camp de base à Karamaran-Marash à les soigner. On a eu besoin de faire un petit point de suture sur un chien au niveau de la joue et au niveau des pattes, parce que bon, c'est très sensible, les sites où et on pense bien à ces braves bêtes qui sont d'une aide très très précieuse. Un dernier mot, Jérôme Aderbe, malheureusement on est pris par le temps. Je voudrais vous poser une question au-delà même de votre métier, de votre vocation de pompier sauveteur. Je rappelle que selon le directeur de la branche Europe de l'OMS, c'est le pire désastre naturel dans la région, en Europe même depuis un siècle. Il figure parmi les 5 séismes les plus meurtriers dans le monde depuis le début des années 2000 selon les données d'une agence environnementale américaine. Quand vous êtes arrivé sur place, vous qui êtes un sauveteur on se connaît pas personnellement, mais j'imagine que c'est pas la première mission de sauvetage que vous faites dans votre carrière. L'étendue des dégâts, le constat que vous avez fait d'impréparation assez évidente en termes de construction parasismique notamment. Vous vous dites, quand vous arrivez sur place, franchement, c'est criminel ce qu'ont fait les autorités et les différents promoteurs immobiliers dans ces régions? Écoutez, nous en tout cas, on a su avant de partir l'ampleur du dégât. Donc on a eu quelques heures de trajet pour se préparer. Effectivement, dès notre arrivée, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que c'était vraiment apocalyptique. C'était vraiment inimaginable. Ensuite, tout était au sol ou à moitié tombé. Concernant ensuite la structure des bâtiments, effectivement, les bâtiments se sont effondrés par rapport à l'ampleur de la magnitude qu'ils ont vécu malheureusement. Maintenant, nous, on s'est mis en faction pour sauver le plus de personnes, essayer de sauver le plus de personnes. Et il est vrai que ce genre de structure n'a pas forcément laissé trop de chance, malheureusement, à certaines personnes si c'était arrivé autre part. Merci beaucoup, Jérôme Aderbe, d'avoir témoigné. Je voudrais juste rajouter, si vous me permettez. Bien sûr. Je voudrais insister sur un fait. Quand on part en mission comme celle-ci, il y a aussi une préparation au préalable qui est très importante. Et je voudrais insister sur le fait que dans les membres des pompiers de l'urgence internationale, nous avons une base arrière qui nous a suivis tout le long de notre mission, qui a tenu informer nos familles, qui ont préparé notre départ.
qui nous ont suivis pendant et après pour acheminer tout le fret et les hommes et les chiens et les femmes et qui ont été très importantes. Et même sur place, on avait aussi une logistique qui a permis que nous puissions, les équipes de secours, travailler dans de bonnes conditions. Et en fait, c'est le fruit de l'ensemble de toute cette équipe qui a fait qu'aujourd'hui, ces 2 personnes ont pu être extraites vivantes durant notre passage sur la ville de Kahramanmaraş. Eh bien, bravo. C'est tout à votre honneur de souligner que c'est un travail collectif. Bravo à vous pour cet engagement qui là aussi vous fait honneur. Merci d'avoir témoigné. J'ai l'impression que vous êtes dans un avion. Vous partez sur une prochaine mission, là? Non, je suis pas dans un avion. Je suis dans mon logement qui est un camping-car. Ah, d'accord. Eh ben, c'est très sympa. On a l'impression que vous êtes dans un avion. Pardon, monsieur? Je prends quelques jours de repos dans un camping. Eh ben, vous les avez bien mérités parce qu'on imagine que la charge mentale également, quand on revient d'une expérience comme celle-ci, est également très importante. Merci infiniment, Jérôme Adair, et bravo pour le travail et l'engagement. Merci également à tous les 5 d'avoir participé à ces émissions. C'est admirable ce qu'a fait ce monsieur. Et franchement, c'est une situation qui est terrible et on continuera là aussi de vous rendre compte de ce qui se passe en Turquie. Merci de nous avoir suivis. Merci à Loubna Daoudi qui a préparé cette émission. Merci à Benjamin Cuneo qui est très précieux aussi.